Nouvelle étape majeure dans le processus de cessez-le-feu à Gaza. Un accord sur le désarmement du Hamas dans l'enclave palestinienne a été trouvé avec Israël. Annonce faite par Donald Trump ce jeudi, confirmée par des responsables du Hamas. Aujourd'hui, le Conseil de la paix est parvenu à un accord historique pour le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. Il s'agit d'une étape monumentale vers une paix et une sécurité durable. Depuis des semaines, des négociations se tenaient en Égypte pour parvenir à un accord dans le cadre du Conseil de la paix créé par Donald Trump. Le désarmement du Hamas fait partie de la deuxième phase du cessez-le-feu avec Israël. Elle prévoit aussi le retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza, puis le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Le président américain confirme le retrait israélien à mesure que le désarmement du Hamas sera effectif. Mais si le cessez-le-feu est officiellement en vigueur depuis octobre, dans les faits, la bande de Gaza continue de subir des frappes sporadiques israéliennes, comme encore ce jeudi. L'armée israélienne nous a appelés et nous a dit que nous avions 5 minutes pour évacuer. Mais en réalité, dès que nous avons quitté la zone, le bâtiment s'est effondré. Nous avons entendu un bruit comme un tremblement de terre ici dans le camp. Reste à organiser la suite du processus de paix. Selon le Hamas, les armes seront remises au Comité national pour l'administration de Gaza, une instance technocratique palestinienne aujourd'hui basée en Égypte. Israël empêche le comité de se rendre à Gaza. Une réunion des médiateurs, notamment l'Égypte, les États-Unis, la Turquie et le Qatar, doit bientôt se tenir au Caire. Voilà pour ces derniers développements. Place à l'analyse maintenant avec Gauthier Rebinski. Bonjour Gauthier. Bonjour. Ce serait donc la deuxième phase de l'accord annoncé en octobre dernier qui serait mise à exécution aujourd'hui. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi le Hamas serait prêt à désarmer maintenant? Quel est l'intérêt pour le mouvement palestinien? Alors, ce qui est bizarre, effectivement, c'est que cette affaire a été gelée, on peut dire, par la guerre en Iran et par l'opération israélo-américaine. Et que donc maintenant, étant donné que les choses ne tournent pas très bien pour les États-Unis, ni même pour Israël en Iran, on se rabat sur la question de Gaza. Mais pourquoi le Hamas, lui, aurait-il fait ce plaisir à ses ennemis d'attendre que justement l'opportunité soit un peu plus favorable? Il y a deux choses. Le Hamas a toujours refusé de rendre les armes. Ce qu'il a fait début juillet, c'est qu'il s'est retiré volontairement des instances dirigeantes en prétendant que cela permettrait à la solution technocratique de voir le jour. En réalité, ce qui meut le Hamas aujourd'hui, c'est l'idée de se retirer des affaires trop compliquées du Hamas, c'est-à-dire participer à une instance dirigeante qui va devoir se dépatouiller avec la situation dans Gaza, c'est compliqué. Le Hamas risque d'y perdre des plumes. Donc il y a cette volonté de se mettre en réserve, en quelque sorte, sans rendre les armes jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Hamas décide de rendre les armes ? J'étais en train de me demander si le Hamas n'essayait pas de procéder comme Zelensky avec Donald Trump. C'est-à-dire de brosser la manche au président américain en disant « Vous voyez, nous, on est de bonne volonté. Vous voyez bien les Israéliens qui, eux, sont pas dans le coup. Ils refusent systématiquement. Donc, est-ce que ce n'est pas une idée de la sorte qui permettrait au Hamas de se mettre en quelque sorte en réserve dans une situation qui est ultra compliquée et s'ils étaient dedans, ils auraient à faire face à des choses inextricables? Est-ce que ce n'est pas un moyen justement d'être à l'abri finalement de ce plan américain qui certes n'est pas favorable au Hamas, mais on n'en est pas encore au désarmement, et qui permet justement finalement de se mettre à l'abri face à ce qui peut être une gestion très compliquée de Gaza, d'autant qu'en plus vous voyez bien que la solution technocratique, quand on a recours à la technocratie, c'est-à-dire que des gens se préservent eux-mêmes, se dispensent d'une prérogative politique, en général, ça va pas très loin. Alors je sais bien, il faut pourvoir et être là pour les Gazaouis qui sont dans le besoin, qui sont dans la gêne, bien sûr. C'est ça le plus important. Mais en même temps, une fois qu'on aura fini ça, si on n'a pas réglé les questions de fond, à la prochaine occasion, les Gazaouis seront à nouveau dans la famine. Et en tous les cas, l'annonce a été faite par le président américain la nuit dernière. Israël ne réagit toujours pas. Comment lire cette absence de réaction, de confirmation? Est-ce que ça veut dire aussi que c'est le président américain qui impose?
Alors, il a certainement envie de se refaire une santé là-dessus, puisque vous vous souvenez qu'en ce qui concerne l'attaque de l'Iran, les États-Unis avaient fini par dire oui, Israël nous a un peu tordu le bras. Alors, est-ce que c'est une manière de se refaire une santé? Parce que là, Donald Trump implique les Israéliens en disant qu'ils sont d'accord. Rien n'est moins sûr. Ou alors... Mais il ne le confirme pas, alors que des responsables du Hamas ont très vite réagi en disant accepter justement... C'est ça les bons élèves, c'est la méthode Zelensky. C'est je suis prêt à discuter et le président Trump a peut-être raison et s'il nous donne les garanties, eh bien j'irai, etc. Alors que jusqu'à présent, le Hamas n'avait pas de garantie, y compris sur la participation du Qatar, qui est importante pour le Hamas. Peut-être que le Qatar va se retrouver dans le coup, mais à ce moment-là, Israël peut dire sans nous. Deuxième hypothèse. Est-ce que Donald Trump fait le pari d'une chute de la coalition Netanyahou aux prochaines élections? Ça n'est pas impossible. C'est-à-dire qu'il ferait le pari d'une nouvelle administration, laquelle serait issue d'une coalition un peu bancale, avec pas forcément des colombes, mais une alternative au discours de Netanyahou. Ce qu'il faut souligner, à mon avis, c'est que dans cette affaire, vous vous souvenez que à plusieurs reprises, Israël a dit « nous avons éradiqué le Hamas ». C'est pas vrai. Ou alors, ça a été quelque chose qui a été caché. Parce que depuis le temps et depuis les années qu'Israël attaque le Hamas, il y a quand même quelque chose d'impensable, c'est qu'il n'est jamais arrivé à l'éradiquer. Est-ce que ça veut dire que pour le gouvernement actuel, il y a un intérêt à pérenniser des conflits, à pérenniser des combats? Ça n'est pas impossible. C'est ce que demande l'extrême droite. Donc là, il y a quelque chose qui est perturbant. Et puis, finalement, il y a l'idée que, comment vous dire, est-ce que le Hamas, pour autant, et je pense que c'est la question que vous alliez me poser, la question c'était... Oui, pardon. Allez-y, je vous en prie rapidement. Non, la question c'est de savoir ce qui importe le plus au Hamas, c'est au fond, même s'il se retire, de conserver une empreinte et une mainmise sur la population. Aujourd'hui, les vivres, les denrées sont encore contrôlés par le Hamas, et que dire de l'emprise politique, culturelle sur la population du Hamas, renforcée par l'idée qu'un pouvoir technocratique n'aura pas à s'occuper de ça. Donc vous voyez, la tendance, la vertu ou la prérogative politique, c'est le Hamas qui entend toujours la conserver dans Gaza. Et donc ça ne résout rien fondamentalement. Ça ne résout rien et ça ne vient pas changer les plans de Benyamin Netanyahou qui s'inscrit dans une fuite en avant aussi. Quel intérêt il aurait également à retirer les troupes progressivement de Gaza aujourd'hui, à l'aube des élections justement de l'automne prochain? Mais même pour lui, c'est compliqué, parce que s'il fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire la fuite en avant, comme vous venez de le dire, il y a quand même une partie de la population israélienne qui en a assez de cela. C'est-à-dire des gens qui ont considéré que, certes, la riposte sur le Hamas, après le 7 octobre 2023, était nécessaire, mais pas comme Netanyahou l'a mené. Donc lui, soit il va en avant, soit il essaye de se recentrer. Mais à ce moment-là, on peut lui dire, mais vous essayez de vous recentrer, la place est prise. Il y a Gadi Eisenkot qui fait acte de candidature. Donc là aussi, il y a un jeu israélien, effectivement, qui est très important dans cette affaire. Merci à vous, Gauthier.